un village au nord du Burkina Faso devient le centre d'une action décisive. À la tête des forces locales brise un dogme militaire. Les soldats Made à la four ne subissent aucune perte et l'opération est achevée en moins de 12 heures. Ce succès, rapide et sans précédent, redéfinit la manière dont les batailles sont menées dans la région. Mais qu'est-ce que cela signifie pour Traoré et pour le Sahel ? Peut-on vraiment inverser la tendance dans cette région perçue comme un terrain de conflit permanent ? Longtemps perçue comme une région perdue, fait face à un tournant stratégique. Après des années de recul et de désespoir, l'opération marque un changement radical. En menant cette action, ne se contente pas de remporter une bataille militaire. Il s'agit d'un défi lancé au récit dominant sur la région, ceux qui disent que l'instabilité est inévitable et que les interventions extérieures sont essentielles. Ce qui a eu lieu n'est pas un simple succès militaire, c'est une démonstration de l'autonomie croissante du Sahel, une autonomie qui repose sur une lecture locale précise du terrain et sur une capacité d'anticipation. Ce succès soulève également des questions plus larges. Comment cette dynamique peut-elle être maintenue à long terme au-delà de la victoire ponctuelle ? Les enjeux sont clairs. Pour les populations locales, il s'agit de savoir si la sécurité retrouvée peut être intégrée durablement dans leur quotidien. Pour Traoré, l'enjeu politique est de transformer cette avancée tactique en fondement d'une stabilité sociale et économique. En octobre 2025, la nuit à A apportait une révélation inattendue. Les informations en apparence insignifiantes, interceptées en moins de 2 heures, annonçaient une menace imminente, mais ce qui semblait être une menace ordinaire a pris un tour différent grâce à la capacité locale de lire et d'interpréter le terrain. Et ces officiers ont rapidement identifié une fenêtre d'opportunité, exploitée uniquement par ceux qui connaissaient intimement les particularités du Sahel. Ce n'était pas la technologie sophistiquée qui a fait la différence, mais plutôt la connaissance locale du terrain et des populations. Dans un désert que beaucoup considéraient comme silencieux et inerte, les signes étaient omniprésents. Déplacements nocturnes inhabituels, ruptures dans les habitudes de circulation et même des variations dans les fréquences radio utilisées par les groupes adverses. Donc la stratégie n'était pas fondée sur des innovations externes, mais sur des ajustements précis réalisés grâce à des informations locales fiables. A compris que le Sahel pouvait devenir un centre de décision autonome, loin des influences extérieures. Ce moment a été une rupture décisive avec les stratégies de dépendance et de réaction, marquant un tournant vers une anticipation éclairée. Sous la surface de la régression apparente, une dynamique silencieuse et déterminée s'était déjà mise en place. Les autorités maliennes, nigériennes et burkinabées, autrefois dépendantes des informations venues de l'extérieur, avaient commencé à reconstruire leur propre réseau d'intelligence. Cette autonomie dans la collecte et l'analyse des données a permis à Traoré de jouer un rôle de stratège non plus contraint par les rapports extérieurs, mais libre d'agir selon les réalités du terrain. Cet événement ne peut être vu uniquement comme une victoire militaire. Il ouvre une perspective nouvelle pour le Sahel. La question devient alors, comment maintenir cette dynamique et l'étendre à l'ensemble de la région sans tomber dans l'épuisement ou la dépendance à des facteurs externes ? La première conséquence de l'opération se manifeste immédiatement à travers les acteurs locaux. Les éclaireurs, les chefs de petites unités mobiles et les relais civils. Leur rôle, loin d'être spectaculaire, est pourtant décisif. Ce n'est pas la grandeur de l'action qui frappe, mais sa précision discrète. Ces individus, souvent invisibles aux yeux des observateurs extérieurs, sont les véritables moteurs de cette stratégie locale. Leur travail n'est pas axé sur la victoire immédiate, mais sur la création d'une chaîne de confiance et d'information fondamentale pour toute coordination militaire réussie. Ce qui distingue cette approche, c'est son absence de hiérarchie rigide. Les informations ne circulent pas à travers des canaux formels, mais grâce à une communication fluide et directe entre ceux qui connaissent le terrain et ceux qui prennent les décisions stratégiques. Ce sont des gestes simples mais efficaces. Observer, transmettre, confirmer et se taire. Ces petites unités, agissant avec discrétion et cohésion, ont permis une précision dans l'action qui a dépassé les attentes. Ce succès a été une révélation. L'objectif n'était pas seulement de repousser l'adversaire, mais d'instaurer un système
où la confiance et la proximité deviennent les leviers de la stratégie. Ça, les premiers signes de ce changement sont visibles dans les villages voisins. Autrefois suspendus à des événements lointains et incertains, commencent à se réapproprier leur quotidien. Les routes, autrefois désertées, se réouvrent progressivement et les marchés reprennent vie. Ces gestes simples signalent un retour à une normalité perdue, un signe que la confiance est en train de se reconstruire. L'opération de E, qui a duré moins de 12 heures, a révélé l'efficacité d'une nouvelle dynamique stratégique qui dépasse la simple logique militaire. En moins d'une demi-journée, et ses forces ont réussi à neutraliser des positions adverses, non pas grâce à une puissance de feu supérieure, mais grâce à une synchronisation parfaite entre les unités au sol et les éléments aériens. Ce qui a frappé les observateurs, alors là ce n'est pas l'intensité de l'attaque, mais la fluidité et la précision des opérations. L'ensemble de l'opération s'est déroulé dans un cadre tactique rigoureusement coordonné où chaque mouvement, chaque décision était prévisible et préparé à l'avance, un fait rarissime dans les combats de cette ampleur. La clé de ce succès réside dans la capacité à anticiper. En observant les déplacements et les habitudes de l'adversaire, Traoré et ses officiers ont pu prendre l'initiative, là où d'autres se seraient contentés de réagir. Ils ont utilisé des informations qui étaient disponibles mais souvent ignorées en exploitant la connaissance du terrain et des populations locales pour orienter leurs actions. Ce n'est pas seulement une question de matériel ou de technologies avancées, mais de lecture précise du contexte, d'une capacité à relier des fragments d'informations dispersés pour en faire un tout cohérent. Les unités sur le terrain ont fonctionné en parfaite symbiose, partageant non seulement des données, mais aussi une vision commune de l'objectif à atteindre. Ce changement de dynamique n'a pas seulement eu un impact militaire, il a aussi eu des répercussions immédiates sur la population locale. En effet, les signes de normalisation sont rapidement devenus visibles. Des villages voisins, qui avaient fuir devant la menace terroriste, ont commencé à revenir dans leur foyer, timidement d'abord, mais de manière visible. Les routes autrefois désertes sont devenues à nouveau praticables. Les marchés, même dans un état précaire, ont rouvert leurs portes. Les motos, autrefois accompagnées de gardes armés, ont commencé à circuler de manière plus régulière. Ces signes, modestes en apparence, étaient en réalité des marqueurs d'un changement profond. La confiance, qui avait été gravement érodée par des années de conflits et d'instabilité, commençait à se reconstruire. La tâche suivante est de consolider ces gains. Le terrain a été pris, mais la question qui se pose est de savoir comment transformer cette victoire en une base politique et sociale solide. Comment capitaliser sur cet avantage pour créer un environnement où la sécurité ne soit pas seulement perçue comme un bien temporaire, mais comme un élément durable de la vie quotidienne des populations. La question qui se pose à lui est donc stratégique. Comment éviter que la dynamique positive amorcée ne soit submergée par les pressions internes et externes ? Cela implique non seulement de maintenir la stabilité sur le terrain, mais aussi de réussir à instaurer une gouvernance locale qui fasse participer activement les populations dans la gestion de leur sécurité et de leur avenir. Le défi de Traoré est donc double. Il s'agit de maintenir la pression sur l'adversaire tout en renforçant la résilience de la population face aux défis quotidiens. En réunissant ces éléments disparates, la stratégie militaire, la gestion du territoire, la reconstruction de la confiance sociale, il cherche à transformer une victoire ponctuelle en un modèle durable de gouvernance sahélienne fondée sur l'autonomie locale et la coopération régionale. Mais le chemin reste semé d'embûches. La stabilité obtenue a été fragile et les acteurs extérieurs, tout comme les groupes internes, restent des facteurs d'incertitude. Les données recueillies lors de l'opération sont frappantes et illustrent l'efficacité de la nouvelle approche stratégique mise en œuvre par et ses forces. En moins de 12 heures, une série de résultats tangibles a été obtenue, chacun de ces indicateurs soulignant l'efficacité du plan. Tout d'abord, l'absence de pertes cotées pendant l'opération a été un exploit en soi. Cela démontre non seulement la préparation minutieuse, mais aussi la capacité à anticiper et à prendre l'initiative dans un environnement hostile.
C'est une réalisation rare dans ce type de conflit où les pertes humaines sont souvent inévitables. Le deuxième indicateur clé de cette opération réussie est le temps d'exécution. L'opération a été achevée en moins de 12 heures, un délai extrêmement court pour une action de cette envergure. Ce fait, loin d'être le fruit d'une précipitation, révèle une planification rigoureuse et une coordination parfaite entre les différents fronts d'action. Les unités au sol, les drones et les appareils maliens ont agi en parfaite synchronisation, coupant les routes d'approvisionnement de l'adversaire avant même que ce dernier ne puisse réagir. Ce temps d'exécution, réduit à moins de 12 heures, montre une capacité à organiser et à mettre en œuvre des actions rapides, précises et adaptées aux circonstances locales. Troisièmement, la coordination régionale entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso a constitué un facteur déterminant. Les trois pays ont réussi à coordonner leurs actions sans aide extérieure. C'est un fait notable dans une région où les opérations conjointes entre pays voisins ont souvent été entravées par des rivalités internes. La coopération trilatérale a permis de maximiser l'impact de chaque action militaire, et la manière dont les informations ont circulé entre les différents centres de commandement montre une fluidité et une efficacité rarement vues dans des contextes aussi complexes. Les preuves tangibles de la réussite de l'opération se reflètent également dans les données recueillies par les drones artisanaux. Ces derniers ont joué un rôle essentiel dans l'identification des cibles, en surveillant les mouvements ennemis, en validant la position des unités adverses et en permettant des frappes ciblées. Les drones, bien que rudimentaires, ont fait preuve d'une grande efficacité dans leur rôle de renseignement et permettant de minimiser les risques pour les troupes tout en maximisant l'impact des frappes. Les images recueillies ont permis de suivre l'évolution des positions ennemies et ont fourni des informations critiques sur la fragmentation des lignes de communication adverses. Enfin, un autre indicateur clé a été la gestion des ressources. Le fait que l'opération ait été menée sans perte humaine pour les forces et avec des ressources locales limitées indique non seulement l'efficacité de la stratégie déployée, mais aussi la capacité à tirer parti d'un réseau d'acteurs locaux pour compenser le manque d'équipements sophistiqués. L'agilité et l'adaptabilité des forces locales ont permis de surmonter des défis logistiques importants. Ces résultats quantifiés montrent non seulement l'efficacité de l'opération, mais également le potentiel de la stratégie sahélienne pour rivaliser avec des modèles extérieurs de combat. Les données recueillies et leur interprétation rapide et précise ont ouvert une nouvelle voie pour la gouvernance et la sécurité dans la région. Dans l'analyse de l'opération de paix, deux arguments opposés sont souvent présentés. L'un insiste sur la capacité des forces locales à mener cette opération, tandis que l'autre postule que ce succès serait impossible sans un soutien extérieur. La première hypothèse repose sur l'idée que le succès de l'opération n'a été possible que grâce à l'intégration des capacités locales et à une compréhension approfondie du terrain. Ce point de vue soutient que, bien que les ressources étaient limitées, la coordination entre les unités locales, les drones artisanaux et les réseaux humains a créé une stratégie à la fois agile et réactive. C'est cette approche qui a permis une lecture fine des indices sur le terrain et non une supériorité technologique ou militaire. En revanche, l'argument contraire suggère que, sans une assistance extérieure, qu'elle soit technologique, informationnelle ou logistique, l'opération n'aurait pas pu être réalisée avec un tel succès. Cet argument fait valoir que les capacités militaires des forces sahéliennes sont insuffisantes pour mener une telle action sans l'aide de puissances extérieures, que ce soit par le biais de soutien matériel ou de partage de renseignements. Selon cette vision, la réussite de l'opération serait le fruit d'une convergence de facteurs exceptionnels, difficiles à reproduire sans une telle assistance. Cependant, une lecture plus approfondie des faits suggère que le succès n'a pas été un coup de chance, mais plutôt l'aboutissement d'une montée en compétences progressive. L'approche locale, fondée sur la confiance, la connaissance du terrain et la capacité à s'adapter rapidement aux circonstances, a joué un rôle central dans cette réussite. Les forces sahéliennes ont démontré qu'elles
pouvait opérer efficacement sans une forte dépendance aux acteurs extérieurs, en particulier en tirant parti de leur capacité à travailler en réseau et à mobiliser des ressources humaines locales. La véritable question réside donc dans la capacité à maintenir et à reproduire ce modèle. Si le succès repose en grande partie sur la solidarité régionale et l'autonomie locale, il est essentiel que cette dynamique soit renforcée et soutenue à long terme. La pérennité de ce modèle sera déterminée par la capacité des pays sahéliens à maintenir cette coordination et à continuer à investir dans le développement de leurs capacités locales. N'a pas seulement marqué un changement tactique, mais a également révélé une évolution plus profonde dans la perception du Sahel. Ce n'est pas seulement une victoire sur le terrain, mais une transformation silencieuse du pouvoir local. En effet, cette opération a démontré que les forces sahéliennes peuvent anticiper et agir avec efficacité sans l'appui direct des puissances extérieures. À ce stade, la véritable question qui se pose n'est plus de savoir si la victoire est possible, mais comment cette dynamique peut-elle se maintenir et se propager au-delà de cette action ponctuelle ? La question essentielle était maintenant de savoir si ce modèle peut se reproduire dans d'autres régions du Sahel. Ce qui a été révélé à A, c'est la résilience des forces locales et leur capacité à créer des solutions autonomes. Ce modèle de coopération régionale et d'adaptabilité locale pourrait être la clé pour transformer durablement la région. Cependant, pour que cette dynamique ne soit pas une exception mais un processus continu, il est nécessaire que les pays du Sahel renforcent leurs infrastructures, soutiennent les jeunes générations et garantissent que ces modèles de gouvernance restent enracinés dans les réalités locales. Les effets de l'opération se font ressentir bien au-delà du champ militaire, car touchant directement les populations locales. À mesure que les signes de sécurité retrouvés deviennent visibles, on observe un retour progressif à la normalité. Qui avaient fui leur village sous la menace des groupes armés commencent à revenir chez eux. Les routes, longtemps abandonnées, sont réouvertes, et les marchés, autrefois fermés, reprennent peu à peu leur activité. Ces petits signes, souvent négligés par les observateurs extérieurs, témoignent d'une transformation plus profonde en cours. Les familles qui avaient été déplacées retrouvent leur outil et leur terre, même si le retour est encore timide et marqué par des incertitudes. Le simple fait que les gens puissent à nouveau sortir de leur maison ou reprendre leurs trajets habituels et recommencer à travailler est un indicateur important de la manière dont la sécurité retrouvée commence à se matérialiser dans le quotidien. Les motos, autrefois escortées par des forces de sécurité, circulent désormais librement dans les rues. C'est un changement visible qui, bien qu'encore fragile, indique que les communautés commencent à se réapproprier leur espace. Ce retour progressif à la vie quotidienne a des répercussions sur l'économie locale. Les travailleurs et artisans qui avaient survécu grâce à des réseaux informels pendant les années de conflit commencent à réinvestir les espaces économiques, les réparateurs de motos, les commerçants et les cultivateurs réintègrent des activités qu'ils avaient dû abandonner. Cela redonne aux habitants un sentiment de dignité et de stabilité, gain important pour maintenir la cohésion sociale. Mais les effets de cette dynamique ne se limitent pas aux aspects économiques. La confiance, érodée par des années de violence et de terreur, commence à se reconstruire lentement. Les villages voisins de Voix-Boin voient leurs habitants commencer à reprendre des gestes quotidiens, comme l'approvisionnement en eau ou l'ouverture des petits commerces. Ce retour à la normalité est essentiel car il marque le début d'une résilience collective. L'impact de cette victoire dépasse les frontières immédiates d'eux. Les communautés voisines, qui avaient observé avec scepticisme l'avancée de la dynamique locale, commencent elles aussi à voir l'espoir d'un changement possible. Si ces signes de rétablissement se poursuivent et se renforcent, ils pourraient devenir le fondement d'un modèle plus large de stabilité et de résilience dans toute la région du Sahel. Cependant, la pérennité de ce modèle reste encore incertaine et dépendra de la capacité à maintenir cette dynamique et à l'étendre à d'autres zones du Sahel. À l'horizon des 6 à 12 mois suivant l'opération de U, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour la région du Sahel.
Le premier est un scénario de base où les gains réalisés après l'opération sont consolidés progressivement. Dans ce scénario, la sécurité retrouvée dans certaines zones permet aux populations de commencer à reconstruire leur vie. Les infrastructures essentielles, telles que les écoles, les dispensaires et les routes, sont progressivement rétablies et les marchés locaux reprennent leur activité. Cependant, la situation reste fragile et les tensions internes, comme les rivalités entre groupes locaux ou les pressions extérieures, peuvent ressurgir, ralentissant le processus de reconstruction. La coopération entre les pays du Sahel, en particulier le Mali, le Niger et le Burkina Faso, se renforce lentement mais sûrement, facilitée par des programmes de formation locaux et une meilleure coordination entre les différents acteurs. Le deuxième scénario envisage une situation plus optimiste. Ici, la dynamique se transforme en un véritable catalyseur de changement à grande échelle. La régénération économique et sociale du Sahel s'intensifie grâce à une participation active des jeunes générations qui se tournent vers des programmes d'éducation et de formation technique. Les infrastructures sont restaurées rapidement et l'implication des populations locales dans la reconstruction devient plus forte, gagne en autonomie, renforçant sa résilience grâce à des initiatives locales d'innovation comme l'utilisation accrue des drones artisanaux. La coopération régionale se renforce non seulement au sein du Sahel, mais aussi avec d'autres régions d'Afrique, apportant une reconnaissance croissante du modèle sahélien. Ce scénario montre un Sahel qui, en s'appuyant sur ses propres ressources, devient un exemple d'autosuffisance et de résistance face aux ingérences extérieures. Enfin, un troisième scénario envisage une situation plus sombre, où les défis structurels du Sahel refont surface. Les tensions internes, exacerbées par des rivalités anciennes et des pressions extérieures croissantes, risquent de fragiliser les gains obtenus. Les infrastructures locales, bien qu'en voie de reconstruction, peinent à suivre le rythme des besoins croissants. Les groupes armés continuent de perturber la stabilité et les sanctions extérieures se renforcent, limitant l'accès aux ressources nécessaires. Dans ce scénario, le Sahel pourrait se retrouver dans une forme de statu quo instable, où les progrès sont fragiles et les tensions toujours présentes. Ces scénarios montrent que l'avenir du Sahel dépendra largement des choix et des actions prises à court terme et de la manière dont les leaders régionaux et les communautés locales réussiront à maintenir la dynamique positive générée par l'opération 2. L'opération 2 a marqué une étape décisive pour les populations locales. Et cette dynamique de transformation est loin d'être réservée aux seuls acteurs politiques et militaires. En réalité, ce changement affecte les trois principaux groupes sociaux du Sahel: les populations locales, les travailleurs et artisans, et la jeunesse sahélienne. Pour les habitants des villages, la victoire est un signal fort d'espoir. Après des années de déplacements forcés, ils voient enfin la possibilité d'un retour à une vie plus stable. Leurs expériences quotidiennes, marquées par des conflits constants et des pertes humaines, font de cette reprise un moment chargé de symbolisme. Leur retour aux terres, la réouverture des marchés et la simple reprise de leur quotidien sont des signes visibles d'une résilience retrouvée. Cette dynamique de retour à la vie normale montre que la sécurité retrouvée peut en effet se traduire par une amélioration tangible de leur quotidien. Pour les travailleurs et artisans, la stabilisation relative des zones reconquises offre de nouvelles perspectives. Ces groupes, souvent laissés de côté dans les analyses géopolitiques, jouent un rôle essentiel dans la reconstruction économique. Leur capacité à relancer les petites entreprises, réparer les infrastructures et reprendre leur activité est vitale pour le Sahel. En revenant à des activités essentielles comme la réparation de motos ou le commerce, ils contribuent activement à la reconstruction de la région tout en retrouvant leur dignité. Enfin, la jeunesse sahélienne, longtemps désillusionnée par les conflits et la pauvreté, se voit offrir une opportunité unique de se réapproprier son avenir. En se tournant vers des formations techniques, notamment liées aux nouvelles technologies comme les drones artisanaux, elle incarne l'espoir d'une génération qui, après des décennies de lutte, commence à voir un avenir autonome et prospère. Pour que la dynamique initiée par perdure et se renforce, il est impératif de mettre en place un plan d'action concret qui touche à la fois la sécurité, l'économie et l'éducation.
La première priorité est de sécuriser durablement les zones récemment libérées. Cela passe par la mise en place de patrouilles locales régulières et l'élargissement des réseaux de renseignement communautaires en impliquant les populations dans la détection des menaces. Une surveillance accrue grâce à l'utilisation de technologies locales, comme les drones artisanaux, pourrait renforcer cette capacité de vigilance, rendant chaque communauté plus autonome dans la gestion de sa sécurité. L'objectif est de créer un environnement où la stabilité est maintenue non par une présence militaire extérieure, mais par la coopération locale. Ensuite, la relance des services essentiels est une étape clé. La réouverture des écoles et des centres de santé est indispensable pour restaurer la confiance des populations et redonner un sens de normalité. Les services de base, comme l'approvisionnement en eau et la gestion des déchets, doivent également être rétablis afin de garantir des conditions de vie décentes. Parallèlement, un système de santé publique préventif pourrait prévenir les épidémies, souvent exacerbées par les déplacements massifs et les conditions de guerre. Enfin, la relance de l'économie locale doit être encouragée par la réactivation des circuits commerciaux. Les petites entreprises locales, qui est souvent négligées en temps de guerre, doivent recevoir un soutien à travers des initiatives de microfinancement. L'accent doit être mis sur les infrastructures critiques telles que les routes, les ponts et les bâtiments administratifs, qui facilitent les échanges et soutiennent les activités économiques. Ces mesures, bien que complexes, sont nécessaires pour transformer la résilience locale en un modèle durable. Si elles sont mises en œuvre avec détermination et soutien politique, elles pourraient offrir un avenir plus stable et autonome pour la région du Sahel. Un changement subtil mais décisif a eu lieu. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, mais une transformation des perceptions et des espoirs. Longtemps perçu comme une région figée dans un cycle de déclin, a montré qu'il pouvait se redresser. Non par la force brute, mais grâce à la résilience et à la coopération locale. Les premiers signes de ce renouveau sont là. Les habitants qui reviennent, les marchés qui rouvrent, les enfants qui reprennent leur jeu dans les rues. Ce retour à une vie quotidienne plus normale n'est pas seulement un signe de sécurité, mais un symbole d'une région qui se réapproprie son destin. Ce moment a révélé une vérité essentielle, le pouvoir ne vient pas seulement des grandes puissances extérieures, mais des gens qui connaissent, vivent et respirent dans le territoire. La véritable force du Sahel réside dans ces communautés locales, qui, malgré des années de conflits, ont su préserver leur capacité à se relever. En observant ces signes de changement, comprend qu'il ne s'agit pas seulement de défendre des positions géographiques, a promis de reconstruire une identité partagée, a pris le contrôle de son destin et avec lui un futur renouvelé. À travers son expérience récente a montré qu'un changement durable est possible, même face aux défis les plus intimidants. Cette région, longtemps perçue comme un espace de conflits sans fin, s'affirme désormais comme un modèle de résilience et d'autosuffisance. Les travailleurs, les jeunes générations, tous jouent un rôle essentiel dans cette transformation. Mais pour que ce changement soit pérenne, l'implication de chacun est cruciale. Il est temps pour nous tous de soutenir cette dynamique. Si vous croyez qu'un avenir autonome et pacifique est possible pour le Sahel, il est impératif de rejoindre ce mouvement. En apportant votre soutien, que ce soit par des initiatives locales, ou des actions de solidarité ou en partageant cette histoire, nous pouvons ensemble contribuer à écrire un chapitre plus stable et plus prospère pour cette région. N'est plus un espace de résignation, mais un terrain d'espoir et de possibilités. Et vous, que pouvez-vous faire pour participer à ce changement ? Rejoignez ce mouvement, faites entendre votre voix et ensemble, façonnons un avenir commun. Merci de faire partie de ce voyage.